Allez, je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons entamer ce conseil municipal. Allez, bonsoir à tous. Comme à l'accoutumée, je vais procéder à l'appel des présents. Madame Joëlle Mizrahi, qui m'a donné procuration. Monsieur Patrick Sabatier. Présent. Madame Marie-Christine Stianarella. Présente. Monsieur Frédéric Plat-Gavaudan, qui a donné procuration à Madame Isabelle Lévy-Fanucci. Madame Isabelle Lévy-Fanucci. Monsieur Patrick Minéo. Présent. Madame André Collin. Monsieur Jean Tomaselli. Présent. Madame Martine Schex. Monsieur Serge Bénica. Présent. Monsieur Christian Lartaud. Présent. Madame Marie-France Rosti. Monsieur Henri Carvin. Présent. Monsieur Lionel Decubert. Présent. Madame Jacqueline Fabre. Monsieur Bernard Croze, qui a donné procuration à Monsieur Patrick Sabatier. Madame Marie-Claude Allary. Monsieur Maurice Attias. Monsieur Christophe Moulin, qui va, je pense, nous rejoindre incessamment sous peu. Madame Emmanuelle Girard-Tibillier. Madame Corinne de Ranieri, qui a donné procuration à Madame Emmanuelle Girard-Tibillier. Madame Sandrine Frère. Monsieur Laurent Castillo. Madame Stéphanie Gricot de Conin, qui a donné procuration à Madame Marie-Claude Allary. Madame Émilie Partouche. Monsieur Anthony Paget. Madame Anaïs Abrahamian. Monsieur Loïc Rousseau. Monsieur Jean Naya, qui est absent. Madame Monique Robineau, qui est absente aussi. Monsieur Charles Dalmasso, qui est absent. Madame Aurélie Trichot-Pirani. Madame Francine Larocca, qui est absente. Et Monsieur José Gonzalez. Merci à tous. Donc, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, nous nous retrouvons donc pour le premier conseil municipal de la rentrée. Aujourd'hui, en ce jeudi 25 septembre 2025, notre conseil municipal se réunit en public avec une séance qui, comme vous en avez l'habitude, est filmée et diffusée en direct sur la page Facebook de la commune, sur le site allo.com et sur notre application, afin de répondre à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. Cela fait tout juste un an, à un jour près, que nous inaugurions cette salle Honoré-Guin dans la configuration qui est la nôtre ce soir, après l'entière rénovation de notre hôtel de ville historique, donc où nous nous trouvons, qui a retrouvé sa vocation d'origine, comme c'est le cas donc depuis un peu plus d'un an, où nous célébrons à nouveau les mariages ici même, notamment au cœur du centre historique de notre commune. Vous vous souvenez peut-être de Monsieur Louis et de Madame Cindy Pasqua, qui s'étaient mariés les premiers ici même le 22 juin 2024 dans la plus pure tradition provençale. Pour la petite histoire, ils sont désormais les jeunes parents d'une petite Luigia qui est née le 31 août dernier. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. Nous nous réunissons donc ici dans cette configuration pour la 5e fois, sachant que le dernier conseil municipal de l'été s'est déroulé comme d'habitude en extérieur dans un de nos noyaux villageois. En l'occurrence, c'était dans la cour de l'école des Gonagues. Avant de passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal, il est pour moi l'occasion de revenir brièvement sur quelques événements de l'été. Un été où la commune a été plus attractive que jamais, avec plus de 20 000 touristes enregistrés cette année, ce qui nous permet d'égaler l'année 2024, qui était elle-même une année record. Un été festif, marqué par le succès de nos soirées culturelles, les estivales, avec des artistes de renom que nous avons accueillis, que ce soit Louis Bertignac, le groupe Bande à part, Ziz ou encore Mathieu Madénian. Un été rythmé aussi par nos traditions, la Saint-Jean, la Saint-Laurent, qui ont comme chaque année ont rassemblé de nombreux allodiens, que ce soit dans le village ou au Logis Neuf, grâce à l'investissement formidable du comité des fêtes, du groupe Saint-Éloi du Logis Neuf et de nos associations. Un été fort heureusement sans incendie dans nos collines. C'est une chance et surtout le fruit de la vigilance de nos pompiers, du service de protection des collines et de nos bénévoles du CCFF, que je tiens à remercier pour leur engagement.
Après l'été vient donc la rentrée et nous avons tout mis en œuvre pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. D'abord pour nos 2000 écoliers, que ce soit dans les écoles de Piédautry, de La Punche, de Valflory, du Logis Neuf, d'Egonag ou d'Allo-Centre. Je rappelle que comme l'an dernier, tous les CM2 et les CM1, CM2 de la commune bénéficient d'une tablette iPad pour travailler et préparer leur future entrée au collège de manière optimale. Côté restauration scolaire, malgré le contexte budgétaire que connaissent les collectivités et plus particulièrement les communes, les tarifs de la cantine restent à nouveau inchangés cette année pour tous les élèves, à savoir 3,50 € par repas. Il faut savoir qu'on a 2000 écoliers qui profitent chaque jour des repas préparés avec soin par une quinzaine de nos agents de la cuisine municipale que je salue. Ça fait un taux d'inscription dans nos cantines de plus de 95%. Chaque élève a reçu au moment de la rentrée un bon de découverte pour se rendre à nouveau au sein du pôle culturel de l'usine électrique qui est déjà devenu en moins d'un an un lieu incontournable et qui a déjà été fréquenté par plus de 120 000 Allodiens. Si cela peut les aider dans l'apprentissage de la lecture ou dans leurs études, ce sera une très bonne chose. Une rentrée en douceur, et nous y reviendrons au cours de ce conseil municipal pour les tout-petits qui ont été accueillis dans nos crèches municipales et autres structures d'accueil. Une rentrée dynamique pour nos aînés et plus particulièrement nos retraités actifs dont les activités et le nombre d'adhérents ne cessent de croître. Enfin, une rentrée pleine d'énergie pour nos associations qui sont désormais plus d'une centaine à être référencées auprès de la Maison de la vie associative que l'on a réunie le 9 septembre dernier à l'occasion de la signature de la charte Allo Cité Mistralienne, ou nos clubs sportifs qui ont fait découvrir leurs activités à près de 2200 Allodiens, c'était un record, lors de la journée du 6 septembre dernier sur le complexe de Piédautry. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de ce conseil municipal. Autre actualité majeure, depuis le 7 juillet, vous savez qu'Allo bénéficie d'un nouveau réseau de bus sur le territoire communal ainsi qu'à Plan-de-Cuc, avec de nouvelles dessertes directes, que ce soit vers la Valentine, avec la nouvelle ligne 64, vers la Fourragère, à travers la nouvelle ligne 107, des lignes renforcées vers la Rose, avec le 142 et le 144, plus la nouvelle ligne 63, et des passages qui sont théoriquement plus fréquents. C'est une avancée importante qui répondait à une attente, car la fréquentation des transports en commun a augmenté depuis la mise en place de ce nouveau réseau de plus de 40% sur le territoire communal. Mais soyons clairs, cette mise en place par la métropole et la RTM n'a à ce jour pas répondu entièrement à nos attentes. Dès les premiers jours, nous avons remonté de nombreux dysfonctionnements, notamment concernant les transports scolaires, plus particulièrement donc à destination du collège et du lycée. Problèmes de desserte, dysfonctionnements techniques, suppression d'une partie du transport à la demande en heure creuse, complexifiant les retours pour les emplois du temps, notamment en horaire décalé. Dès l'été à la rentrée, nous avons multiplié les interventions auprès de la RTM pour exiger des correctifs. Nous avons même mis en place un minibus municipal la première semaine de la rentrée pour sécuriser autant que possible cette rentrée scolaire, et nous avons centralisé autant que possible toutes les demandes et les réclamations pour les faire remonter aux autorités compétentes. Nous avons obtenu un certain nombre d'améliorations, même si tout n'est pas encore satisfaisant. Sur la ligne 1200 notamment qui dessert le collège, un quart supplémentaire de 60 places pour résorber des surcharges, notamment dans le secteur du Logis Neuf et à la sortie de 16h30. Sur la ligne 1100 donc, qui dessert le lycée, des ajustements d'horaire pour les sorties à 17h40 et un doublement des bus le matin sur le secteur de Fontvieille, donc ce sont les lignes 1103 et 1104. Le rétablissement d'arrêt, notamment celui de Saint-Jean dans la zone de Fontvieille pour des raisons de sécurité et de confort pour les usagers. Nous avons aussi demandé le passage systématique de la ligne 144 par le rond-point du collège aux heures d'entrée et de sortie de l'établissement. Et enfin, nous avons demandé l'extension de la ligne 65, donc le transport à la demande, dans le quartier du Logis Neuf et jusqu'à l'espace Robert-Olive, ce qui n'était pas prévu initialement. Malgré ces améliorations, le résultat n'est pas encore tout à fait satisfaisant, donc nous continuerons à maintenir la pression nécessaire sur les autorités de la métropole et de la RTM, car chaque Allodien est en droit d'attendre un service de qualité, surtout après toutes ces années de négociations pour améliorer la mobilité dans notre
territoire. Vous savez que le réseau de transport en commun n'avait pas été modifié depuis 40 ans dans notre commune. Il l'est désormais, mais il faut que la fiabilité soit au rendez-vous si on veut que les lignes soient empruntées régulièrement. Après, vous l'avez certainement noté dans la presse, ça a fait la une de la Provence pas plus tard qu'hier. Malheureusement, les dysfonctionnements que peuvent connaître la RTM ne concernent pas uniquement le réseau communal, c'est un problème général, compte tenu des difficultés à recruter des chauffeurs ou des problèmes de matériel qui sont bien connus par les autorités et qui font leur maximum pour les résoudre en espérant que ce soit le plus tôt possible. Enfin, un dernier point. Quelle ne fut pas notre surprise de voir ressurgir l'hypothèse du projet routier de la Linéa, je dirais le retour. Je le répète, nous ne voulons pas de ce projet routier à Allot. C'est un projet d'un autre temps, lancé en 1968 et abandonné en 2020 par décision de justice, ce dont nous étions félicités, car il n'avait pas été jugé d'utilité publique. Il ne le deviendra pas plus en 2025, quelle que soit sa dimension. À l'échelle de notre commune, il ne désengorgerait pas nos routes, il ne ferait que détourner un trafic considérable sur notre territoire communal au détriment de notre cadre de vie et de notre environnement. Et aujourd'hui, la seule utilité pour maintenir les emplacements réservés dans le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est de protéger ces terrains naturels de l'appétit des promoteurs immobiliers. L'idée, c'est de conserver ces grandes trames vertes qui traversent la commune et qui constituent en partie la fameuse ceinture verte qui nous protège de l'urbanisation excessive de Marseille. Je défendrai donc cette position aussi longtemps qu'il le faudra, dans l'intérêt d'Allot et des territoires voisins où ça fait débat. Si après, à Marseille, ils considèrent qu'ils ont besoin de nouvelles voies, qui puissent l'imaginer, mais sur le territoire communal marseillais, nous voulons préserver l'espace communal d'Allot et je pense qu'à Plan de Cul, que c'est exactement la même chose. Je vous remercie pour votre attention lors de cette introduction. Nous allons passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Sans plus attendre, nous allons pouvoir procéder à la désignation du secrétaire de séance. J'ai donc procédé à l'appel nominal des élus. Je déclare donc la séance ouverte et je propose la désignation de monsieur Loïc Rouzot, benjamin de notre assemblée, pour occuper les fonctions de secrétaire de séance conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Loïc Rouzot est désigné à l'unanimité. Nous allons approuver, comme vous en avez l'habitude, le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal qui vous est soumis pour avis à l'Assemblée. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je le soumets à vos voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons donc au premier volet de ce conseil municipal qui concerne à la fois les enjeux d'éducation et de petite enfance, avec un projet important qui est la future école des Embus, le 7e groupe scolaire de la commune, avec des autorisations de programme sur l'exercice 2025. Et je laisse le soin à M. Patrick Sabatier, élu à l'urbanisme et également au grand projet, nous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers collègues, comme nous nous étions engagés, la commune d'Allot va se doter d'ici 2028 d'un 7e groupe scolaire, situé avenue de Provence, à proximité du rond-point du Portail. Ce nouveau site accueillera 280 élèves répartis en 10 classes, une bibliothèque, une salle polyvalente, un restaurant scolaire ainsi qu'un centre aéré moderne. Des espaces verts et des locaux modulables permettront également d'ouvrir ce lieu aux activités associatives et culturelles. Ce projet sera exemplaire sur le plan environnemental, avec une cour végétalisée et ombragée, des panneaux photovoltaïques et l'utilisation de matériaux biosourcés et locaux. Elle viendra améliorer la prise en charge des 2100 élèves scolarisés à Allot en offrant de meilleures conditions d'apprentissage avec des classes de moins de 30 élèves et même 24 en CP et CE1, conformément aux recommandations nationales. Ce projet s'inscrit à la fois dans la préservation de notre cadre de vie, puisqu'il remplace un programme de logements sociaux initialement prévu, et dans notre volonté d'offrir à nos enfants un cadre scolaire moderne, apaisant et tourné vers l'avenir.
L'objet de la présente délibération est donc d'affecter des crédits de paiement supplémentaires sur l'exercice 2025. Compte tenu du bon avancement du projet, il est proposé de les passer de 350 000 € à 550 000 €. Le montant de l'opération globale, qui est de 11 millions, reste inchangé. Nous en profitons également pour passer les crédits du futur poste de police municipale de 320 000 à 350 000 €. L'opération de mise en accessibilité reste inchangée. Voilà, monsieur le maire. Merci pour cette présentation. Donc, l'accroissement de l'enveloppe consacrée à ce projet dès l'année 2025 est plutôt bon signe sur notre capacité à mener ce projet dans le calendrier que nous nous sommes fixés, à savoir une ouverture au plus tard pour la rentrée scolaire 2028. Vous avez noté que durant l'été, une partie des fouilles avait été réalisée sur ce terrain qui se trouve au niveau du rond-point du Portail sur l'avenue de Provence. Et donc, ça nous permettra effectivement d'avancer concrètement dans sa mise en œuvre. Donc, l'objectif, il faut le rappeler, c'est de baisser, on va redéfinir l'ensemble de la carte scolaire de la commune pour s'assurer, comme l'a dit Patrick Sabatier à l'instant, conformément aux objectifs que nous poursuivons avec Stéphanie Gréco de Conin qui n'a pas pu être avec nous ce soir, d'avoir moins de 30 élèves par classe partout et même 24 au moment des apprentissages des fondamentaux, que ce soit notamment au CP et au CE1. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? On va écouter notre député, M. Gonzalez. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nous avions dit dès le départ que nous serions une opposition constructive et vous avez remarqué que la plupart du temps, nous avons voté pour les délibérations, mais souvent en sautant des explications. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'essaierai d'intervenir un petit peu plus pour bien expliquer que les administrés qui nous écoutent sachent pourquoi on en vote, mais aussi connaissent nos restrictions, parfois, ou nos interrogations. Alors, dans un ensemble d'une délibération qui nous est soumise, si elle paraît aller dans le bon sens, nous la votons, mais parfois, nous pouvons avoir des interrogations. C'est la raison pour laquelle j'interviendrai quelquefois ici, et je l'ai noté pour être assez précis, assez concis, et éviter de perdre du temps. Donc, en ce qui concerne cette délibération, elle n'augmente pas les montants votés, elle ajuste simplement la répartition annuelle des crédits sans réelle accélération des projets. Le groupe scolaire attendu par les familles reste étalé dans le temps. Le poste de police ne bénéficie que d'un ajustement marginal. En effet, 2 opérations sont concernées, le groupe scolaire des embus, le poste de police municipal. Dans les 2 cas, une partie des crédits initialement prévus pour 2028 est avancée dès 2026, afin d'accélérer la réalisation. C'est bien. Quant à la mise en accessibilité, le calendrier reste inchangé. En résumé, il s'agit d'un ajustement technique qui corrobore nos priorités, l'école et la sécurité. Ces remarques étant faites, nous voterons pour cette délibération. Merci. C'est bien noté, je vous en remercie. Effectivement, ça concerne les grands projets à venir pour la commune sur lesquels nous sommes engagés il y a déjà de ça plusieurs mois. Cette 7e école qui nous paraît être indispensable sur le volet éducation. Ce nouveau poste de police municipale pour accompagner l'augmentation progressive des effectifs de nos agents de police municipale, pour avoir un centre de supervision urbain relié à notre réseau de caméras de protection parmi les plus efficaces et les plus modernes possibles. Nous aurons aussi parmi les grands projets, on l'a indiqué là, donc la mise en accessibilité d'un maximum de bâtiments et d'espaces publics pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite partout sur le territoire communal. Et un autre projet qui n'y figure pas, mais sur lequel nous travaillons aussi ardemment, et ça fera l'objet d'une autre délibération dans le cadre de ce conseil municipal, c'est un projet, lui, qui est culturel, avec le futur musée Marcel Pagnol, sur lequel nous aurons encore plusieurs années de travail devant nous, mais qui se concrétisera aussi progressivement. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais soumettre cette délibération à vos voix. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne le soutien que nous apportons à nos associations avec l'attribution d'une subvention à l'association des parents d'élèves de l'école de Valfleury. C'est M. Anthony Paget, l'élu à la vie associative, qui nous la présente.
Merci Monsieur le maire. Quelques mots en préambule de la présentation de ce rapport en ce qui concerne un petit bilan de rentrée de la vie associative. Donc, le service de la vie associative accompagne et soutient 102 associations. Depuis 2019, les subventions aux associations ont été multipliées par 4, soulignant l'engagement de la collectivité. Les équipements municipaux sont largement utilisés, 1479 réservations annuelles pour environ 10 860 heures d'activité associative. Ces initiatives visent à renforcer la vie associative et à faciliter le fonctionnement des associations sur le territoire. Alors, en ce qui concerne ce rapport, et comme vous le savez, nous accompagnons chaque année les différentes associations de parents d'élèves en leur attribuant une subvention de fonctionnement. C'est le cas pour nos écoles primaires, mais aussi pour notre collège ou encore notre lycée. Les différentes associations de parents d'élèves de la commune sont très actives et proposent différentes animations tout au long de l'année, que ce soit des kermesses, ciné en plein air, en participant aussi à Octobre Rose ou encore des chorales et bien d'autres événements. À ce titre, en 2025, 7 300 € ont été attribués aux différentes APE de la commune. Il est proposé donc d'attribuer une subvention de fonctionnement à l'association des parents d'élèves de l'école Val-Fleury. Merci beaucoup Anthony Paget pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne pour le coup la petite enfance avec le recours à 2 contrats d'apprentissage pour des auxiliaires de puériculture. Donc dans nos 2 crèches, la crèche des Pitchouns qui se trouve au Logis Neuf et la crèche des Petits Princes qui se trouve dans le village. Je vais passer la parole par principe à Marie-Claude Allary, mais je crois savoir qu'elle est frappée par une extension de voix. Donc si ça vous va, Marie-Claude, on laisse votre collègue de bureau, à savoir Madame Emmanuelle Girard-Tivillier, qui quitte sa délégation liée au coworking, à la zone d'activité de Fontvieille et à la vie économique de la commune, pour celle de la petite enfance avec la présentation de ce rapport. Avec plaisir. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Quelques mots également en introduction de ce rapport pour vous dire que la rentrée dans nos crèches s'est également très bien déroulée pour les 41 enfants de la halte garderie des Petits Princes dans le village et les 74 enfants de la crèche des Pitchouns au Logis Neuf. De manière plus globale, on tient à rappeler que pour la 2e année consécutive, une solution de garde a pu être trouvée pour chaque petit alodien. Très attentifs au fonctionnement de nos 2 crèches et au fonctionnement des sections qui les composent, ces 2 contrats d'apprentissage viendront renforcer les effectifs au-delà des agents déjà présents. Le contrat d'apprentissage s'inscrit pleinement dans la politique des ressources humaines de la collectivité, visant à former les jeunes professionnels en permettant à des personnes âgées de 16 à 29 ans d'acquérir des connaissances théoriques et de les mettre en application dans nos crèches. À l'issue de cette formation, un diplôme ou titre est remis à l'apprenti, présentant un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants. Depuis la loi de transformation de la fonction publique, les apprentis perçoivent le même salaire que ceux du secteur privé. La rémunération varie selon l'âge de l'apprenti et l'année d'exécution du contrat, allant de 27% du SMIC pour les moins de 18 ans en première année jusqu'à 100% pour les 26 ans et plus. Il est proposé ainsi de recourir au contrat d'apprentissage pour 2 postes d'auxiliaire de puéricultrice, préparant le diplôme d'état d'auxiliaire de puéricultrice sur une durée de 12 mois pour la crèche des Pitchouns et celle des Petits Princes d'Allo. Merci beaucoup Emmanuelle Girard-Tivillier. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Bon, comme cela a été souligné en introduction, pour la 2e année consécutive, donc au-delà de l'accueil dans nos crèches municipales, grâce au réseau qu'on a pu tisser avec Marie-Claude Allary, toute l'équipe de Jopinerie, voilà, une solution de garde a été trouvée pour tous les enfants âgés de 0 à 3 ans à l'échelle du territoire communal. Donc comme j'ai dit, les 2 crèches municipales, la crèche associative de la Punche, le réseau d'assistantes maternelles, le réseau de micro-crèches que nous avons développé. Tout ça permet d'avoir une offre adaptée à chacun. Et la dernière micro-crèche qui a ouvert en date au niveau de la Tirane, qui, en plus de ce qui était déjà existant, qui propose des accueils en horaire décalé pour tous ceux qui travaillent, notamment dans le secteur hospitalier ou dans d'autres domaines, qui permet un accueil dès 5 h du matin et jusqu'à 22 h parfois le soir. Donc l'offre s'est complétée avec cette dernière micro-crèche et on a trouvé un équilibre qu'on va stabiliser pour les prochaines années. Donc merci pour cette présentation, j'allais dire à 2 voix, si vous me permettez l'expression, et je soumets donc cette délibération à vos votes. Qui est pour ?
Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, donc qui concerne le nouveau règlement intérieur des structures petite enfance de la commune. Donc ça concerne nos 2 crèches. Là aussi, c'est Marie-Claude Allary qui devait nous en faire la présentation, mais Madame Emmanuelle Gérard-Tivillier va la suppléer. Merci, Monsieur le maire. Afin d'améliorer encore la qualité d'accueil des jeunes enfants dans les structures municipales de petite enfance, il est proposé d'adopter un nouveau règlement de fonctionnement en remplacement de celui voté en avril 2024. Ce règlement actualisé intègre des évolutions en cohérence avec les dernières recommandations nationales et vise à garantir un accueil optimal des familles et des enfants. Ainsi, ce nouveau règlement ajoute 4 protocoles obligatoires visant à renforcer les soins, l'hygiène, la sécurité et la protection des enfants. Ainsi, je vous propose d'approuver le nouveau règlement de fonctionnement des structures petite enfance. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, donc toujours dans le secteur de la petite enfance, avec le relais petite enfance que nous avions inauguré en janvier 2024, avec une autorisation de recrutement d'un agent sur un emploi d'éducateur de jeunes enfants à temps complet. C'est là aussi Madame Emmanuelle Gérard-Tivillier qui nous fait la présentation en lieu et place de Madame Allary. Merci. Le relais petite enfance, RPE, est un service qui a pour but de soutenir les assistantes maternelles ainsi que les parents dans le domaine de l'accueil de l'enfant. L'objectif principal du RPE est de favoriser la qualité de l'accueil des jeunes enfants sur le territoire en offrant un appui aux assistantes maternelles et en facilitant les démarches des administrés pour obtenir une place d'accueil correspondant à leurs besoins. Ce RPE a ouvert le 1er janvier 2024 avec un agrément de 2 ans. Compte tenu de son succès, la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône a acté le renouvellement de l'agrément pour une période de 5 ans supplémentaires. Cela permet de s'assurer de la continuité du financement total de cette structure et permettra même d'élargir les horaires d'ouverture de ce service avec 2 demi-journées d'ouverture supplémentaires. Le RPE était ouvert tous les matins, il le sera les lundis et jeudis après-midi. Il est donc nécessaire de transformer un des 2 emplois d'éducateurs jeunes enfants, aujourd'hui à temps partiel, vers un emploi permanent à temps complet. C'est l'objet de cette délibération. Merci beaucoup Emmanuelle Gérard-Tivillier pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Donc, vous l'avez compris, ce passage à temps complet va venir renforcer encore l'offre de ce service public de proximité qui est basé donc au sein du guichet famille au Logis Neuf. Une prise en charge qui est assurée par la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. Donc, c'est pas en plus, ça pèse pas sur le budget communal comme nous l'avions fait avant cela, la Maison France Service ou d'autres services publics que nous avons réussi à obtenir là, ces dernières années. Et donc, ça sera encore le moyen d'assurer à toutes les familles d'ALO et notamment ceux qui ont de jeunes enfants, de trouver des solutions de garde et de répondre à toutes les problématiques qui peuvent se poser pour nos nouveau-nés. Je soumets donc cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet vie associative avec une délibération qui vise à obtenir le soutien financier du département à travers une réaffectation de crédit au bénéfice donc du futur pôle associatif que nous allons créer en lieu et place de l'ancienne caserne des pompiers qui se trouve au Logis Neuf. Je laisse le soin à Anthony Paget, notre élu à la vie associative, de nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire. De manière à offrir à nos associations de nouveaux locaux administratifs et des espaces pour faciliter leur activité, la municipalité a acquis en 2024, au prix du SDIS des Bouches-du-Rhône, les locaux de l'ancienne caserne des pompiers du Logis Neuf. 455 mètres carrés qui constitueront le futur pôle associatif de la commune. Dans les mois qui viennent, 14 associations y seront donc installées. Ce lieu offrira de nouvelles zones de stockage, des espaces mutualisés, salles de réunion, espaces de convivialité, jardins, pour travailler ensemble, créer des synergies et renforcer la convivialité. La présente délibération vise à réaffecter la subvention départementale de 59 500 €, initialement destinée à l'aménagement de locaux administratifs, réaménagement des anciens locaux de la trésorerie d'Allo, situés sous l'espace François Mitterrand, et de la rediriger vers ce nouveau projet. Le plan de financement du projet reste inchangé, avec une répartition de 70% pour le département, soit 59 500 €, et 30% pour la commune, soit 25 500 €, pour un total de 85 000 €
hors taxe. Merci beaucoup Anthony Paget pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Si ce n'est pas le cas, donc nous allons la soumettre à vos votes. Donc, vous savez que nos pompiers officient désormais dans le secteur des Aubaniens, dans une caserne de dernière génération et que nous avons inaugurée très récemment, qui leur donne un outil de travail à la hauteur de leur engagement. Et donc, l'ancienne caserne, nous pourrons valoriser les locaux de cette manière au profit de nos associations, en espérant créer un lieu de convivialité aussi qui participe à leur dynamisme et qui fasse vivre aussi le noyau villageois du Logis Neuf, qui est par ailleurs très actif. On va procéder au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet sécurité avec, donc dans le cadre du plan que nous déclinons année après année, une convention de partenariat pour faciliter l'intervention de nos agents de police municipale, notamment au sein du centre hospitalier d'Allaux, en cas de risque. Et donc, je laisse le soin à monsieur Patrick Minéo, adjoint à la sécurité, nous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, un petit rappel, monsieur le maire, si vous me permettez, quelques mots en introduction de cette délibération pour rappeler que notre police municipale effectue tout au long de l'année et plus particulièrement l'été un travail exceptionnel. Donc, je salue l'engagement de l'ensemble de ces femmes et de ces hommes qui constituent le service pour le travail qu'ils font. Donc, je rappelle également que notre centre de surveillance urbaine compte 178 caméras. Je salue ainsi l'engagement de l'ensemble du service de la police municipale. Et je rappelle également que notre centre, il a été renforcé cette année avec 20 caméras supplémentaires en début d'année 2025. Et il est prévu donc de l'étendre, ce qui portera donc un total de plus de 194 caméras, dont ce qui n'est pas écrit, mais 10 caméras de lecture de plaques à l'entrée des communes. C'est un dispositif assez intéressant. C'est bien de le signaler parce que j'ai lu dernièrement donc, aussi que des gens étaient assez remarqué que notre police municipale n'a pas eu peur de se mouiller ce week-end pour porter assistance à des personnes qui étaient... Vous voyez, on parle toujours de la prévention et de la répression, mais il y a deux mots qu'on oublie souvent, c'est l'aide et le secours. Voilà. Et c'est des missions qui le font, que souvent on ne le voit pas. Donc l'aide et le secours, c'est être dehors, mouillé sous la neige, sous la pluie et tout. Donc je les remercie parce qu'ils font un travail extraordinaire. Pour entrer maintenant dans la délibération en elle-même. Alors, la convention proposée répond à la nécessité d'assurer la sécurité des patients, du personnel soignant et des visiteurs en permettant une réponse rapide, coordonnée et proportionnée face à des situations potentiellement dangereuses. La convention formalise les modalités d'intervention des agents de la police municipale, tant au sein de la maison de retraite Bernard Carrara que du centre hospitalier d'Allaux. Ces interventions seraient déclenchées par un dispositif d'alerte sécurisé avec pour objectif de garantir la sécurité des biens et des personnes dans ces établissements. Ainsi, je vous propose d'approuver la présente convention. Merci beaucoup, monsieur Minéo, pour cette présentation. Monsieur Gonzalez. Merci, monsieur le maire. Alors, nous voterons pour cette délibération, bien entendu, et je m'associe aux félicitations pour nos policiers municipaux qui font le job et ils le font bien. Malheureusement, à mon avis, ils ne sont pas assez nombreux parce que j'aimerais bien aussi qu'il y ait des rondes toute la nuit sur Allaux qui devient un lieu où les rôdeurs et les malfaisants semblent venir de plus en plus. En fait, la sécurité des résidents, les patients et soignants est une priorité, bien sûr, nous le savons. Cependant, cette délibération pose trois questions. Un flou, quand on parle de risque avéré, qui décide, selon quels critères? Ensuite, les moyens. Notre police a déjà fort à faire et lui ajouter une mission nouvelle exige un renforcement de ses effectifs. Et dans ce cas, avec une augmentation des effectifs, nous pourrons avoir, comme je le demande depuis longtemps, la possibilité d'avoir les effectifs suffisants pour les rondes de nuit, je viens de le dire. Finalement, le principe, la sécurité dans les hôpitaux, relève de l'État et là, on fait encore une fois porter au contribuable local le coût de l'opération. Mais c'est nécessaire et nous voterons pour cette délibération et je tenais à faire ces réflexions pour que nos administrés sachent que quand même, on se pose quand même des questions, même si on vote pour ces délibérations. Merci. Oui, vous pointez du doigt le cœur du sujet. La sécurité, et je le rappelle aussi souvent que possible, est une prérogative de l'État. C'est-à-dire qu'elle devrait être assurée
par la police nationale, parce que nous sommes en territoire de police nationale depuis 2003, et force est de constater que si nos polices municipales, que ce soit à l'eau ou à Plan-de-Cuque d'ailleurs, n'étaient pas présentes sur le terrain comme elles le sont inlassablement 7 jours sur 7, nous aurions affaire à des difficultés qu'aujourd'hui nous sommes en capacité de contenir. Les moyens, vous les connaissez, M. Minéo les rappelle, conseils municipaux après conseils municipaux, nous augmentons progressivement et chaque année les moyens de la police municipale. C'est des recrutements, ce sont des hommes et des femmes qui viennent renforcer les effectifs de la police municipale. Nous avons quasiment doublé leurs effectifs depuis 2020. Ce sont nos ASVP qui viennent sécuriser l'espace public, que ce soit devant les écoles, le collège, les différents établissements, les sites sensibles, les noyaux villageois, le contact quotidien avec les commerçants et nos administrés. C'est ce réseau de vidéoprotection qui se développe encore. Patrick Minéo le rappelait à l'instant, 194 caméras, donc plus d'une vingtaine de plus par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière, dont des caméras de lecture de plaques aux entrées de communes qui permettront d'être encore plus efficaces. Comme on l'a rappelé au conseil municipal de l'été en juillet, 90% des relectures de nos caméras s'avèrent positives pour venir donner des informations pour résoudre des enquêtes quand malheureusement on est touché par les fléaux que nous connaissons, les cambriolages, les vols et dégradations de véhicules ou toute autre délinquance qu'on peut connaître sur la voie publique. Là, cet été, la police municipale a arrêté quelqu'un qui au distributeur automatique d'une banque de la commune, essayait de divertir des personnes plutôt âgées pour essayer de leur soustraire de l'argent, ce qui est absolument intolérable. Cette personne a été déférée directement au quart sud et une enquête a été naturellement ouverte. Donc les moyens, ils sont là. Sur la question du risque, c'est la police municipale interviendra à chaque fois que les soignants ou les agents administratifs de l'hôpital le jugeront nécessaire. Ils auront à disposition un bouton d'alerte qui déclencheront, comme nous avons tout un réseau aussi dans un certain nombre de bâtiments communaux, dans nos écoles, partout où il peut y avoir un risque en matière de sécurité pour protéger nos enfants ou les habitants. Ça sera le cas aussi donc désormais à l'hôpital. C'est une mission que nous assumerons parce qu'on sait malheureusement que la police nationale n'a pas toujours les délais d'intervention suffisamment courts pour intervenir rapidement. Et donc nous assurerons cette sécurité au bénéfice de tous les agents et de tous les médecins qui travaillent quotidiennement à l'hôpital. On sait que malheureusement, là aussi, l'hôpital n'est plus un sanctuaire tel qu'il l'était il y a quelques années. Et donc il faut s'adapter à cette réalité. Et je remercie nos agents de police municipale pour leur engagement. La question du coût, elle est fondamentale. C'est 2 millions d'euros que nous consacrons chaque année pour assurer notre sécurité à l'eau, pour financer la police municipale, pour financer tout ce déploiement de moyens. Heureusement, nous sommes subventionnés par la préfecture de police, par la région, par le département. C'est absolument nécessaire, mais c'est un coût fixe qui pèse sur le budget communal, mais que nous assumons totalement et que nous continuerons à renforcer ces prochaines années parce que c'est absolument indispensable pour les raisons que nous connaissez. On peut habiter la plus belle ville de Provence si on s'y sent pas en sécurité, le contrat n'est pas rempli et donc nous continuerons à renforcer encore les interventions et la présence de nos agents de police municipale sur le terrain ces prochains mois et on les dotera, on l'a dit en introduction de ce conseil municipal, prochainement d'un poste de police municipale pour qu'ils aient là aussi un outil à la hauteur à la fois de leurs effectifs et de leur engagement. Patrick Minéo qui voulait apporter une précision. Désolé, j'avais oublié de vous dire qu'effectivement, nous avons installé 4 bornes d'appel d'urgence, 2 dans le village, une sur la Pounche et une sur le logis neuf. C'est qu'un début. C'est un vrai succès, parce que tout le monde nous disait à l'époque, ils vont appuyer sur les boutons. Non, j'ai vérifié avec la responsable de la police municipale. Ça se passe très bien, ça rassure la population. Nous avons un très très bon retour. Et juste pour ne pas reprendre, parce que tout a été dit, on ne met pas de barrière, nous, dans l'insécurité. Je veux dire, on porte assistance à tout le monde, que ce soit dans le privé, dans le public. Je ne vais pas m'interdire de rentrer dans un hôpital pour porter assistance à des personnes en danger, à des soignants qui travaillent de jour comme de nuit. Ils ne sont pas armés, ils sont là, ils travaillent avec un public qui n'est pas toujours très facile. Voilà, donc je suis très fier et très heureux aujourd'hui de mettre cette délibération qui compte à mes yeux, qui compte à nos yeux, et je suis fier de ces soignants que je rencontre souvent à l'hôpital,
qui vont se sentir rassurés. Et bien, merci pour eux, monsieur le maire. Merci à vous, merci à tous. Donc je vais soumettre cette délibération à vos voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet patrimoine et culture avec la réfection de la façade de l'église Saint-Sébastien avec une demande de subvention complémentaire auprès du ministère de la Culture, donc représenté par la DRAC, à savoir la Direction régionale des affaires culturelles. Et c'est monsieur Patrick Sabatier, adjoint au grand projet, qui nous en fait la présentation. Merci, monsieur le maire. C'est le père Mathieu qui va être content de cette délibération. Père Mathieu que je salue, qui est dans l'assistance. Vous savez que je suis très attaché, la ville d'Allauch est très attachée à l'entretien et à la valorisation de son patrimoine. Alors, ainsi, cette délibération, je présente ce rapport qui a pour origine la délibération du 15 février 2024. Vous avez adopté la reprise de la façade du bâtiment de l'église Saint-Sébastien. Il a également été autorisé de solliciter l'aide financière du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 70% du coût hors taxe dans la limite de 85 000 €, soit une subvention maximale de 59 500 €. Cette première subvention avait été sollicitée auprès du conseil départemental pour la réfection de l'église. Le projet initial a été élargi pour inclure, et ça me semble tout à fait opportun, la restauration du campanile, la reprise des toitures latérales, la restauration des parements en pierre en toiture et la restauration du sas d'entrée qui en a bien besoin, n'est-ce pas, Père Mathieu? Ces ajouts portent le montant total de l'opération à 154 850 € hors taxe, nécessitant un financement complémentaire. Il est donc proposé une aide financière complémentaire auprès de la DRAC dans le cadre de son dispositif de soutien à la restauration et à la valorisation du patrimoine. Cette subvention représenterait 31,6% du montant hors taxe du coût de l'opération, soit 48 895 € maximum. Merci Patrick Sabatier pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, on va la soumettre à vos voix. Donc c'est vrai que nous tenons tout particulièrement, comme vous l'avez rappelé très justement, à l'entretien, à la valorisation de ce patrimoine auquel nous sommes très attachés. Donc nous engageons régulièrement des financements pour restaurer, rénover nos églises. Vous verrez que dans quelques instants, il sera l'objet via Christian Lartaud de l'église de la Bourdonnière, donc du côté du Logis Neuf. Avant ça, nous avons participé effectivement à la rénovation du maître-autel au cœur de l'église Saint-Sébastien, là aussi, au cofinancement de la Calade qui mène à Notre-Dame-du-Château. Nous avons rénové les calvaires de la commune. Nous en avons déjà rénové 3. Le dernier est en cours de rénovation là, ces 6 prochaines semaines dans le secteur de la Verte, avenue du Général Montsabert. Voilà, donc pour nous, il n'y a pas de débat, contrairement à ce qu'il y a pu avoir à Marseille au moment de la rénovation, en tout cas du début de la rénovation de Notre-Dame-de-la-Garde. Le patrimoine cultuel fait partie du patrimoine tout court de la commune et on se doit de le préserver, de l'entretenir et de le valoriser autant que possible. Et c'est ce que nous faisons donc très concrètement à travers au moins deux délibérations ce soir. La première nous ayant été présentée à l'instant par monsieur Patrick Sabatier. Monsieur Gonzalez. Merci, monsieur le maire. Alors là encore, nous voterons cette délibération car elle participe à la sauvegarde de notre patrimoine. Cependant, nous posons des questions. Initialement, 85 000 € hors taxes étaient prévus et aujourd'hui, l'opération est portée à 154 850 si je ne me trompe pas. Donc, une augmentation d'environ 80% en plus. Alors, pourquoi cette augmentation aussi importante ? Une question se pose sur les prestataires retenus. Y a-t-il eu une mise en concurrence ouverte et les entreprises locales ont-elles été sollicitées ? Monsieur Gonzalez, vous ne nous avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté Monsieur Sabatier. Non, Il vous l'a expliqué dans la présentation initiale. C'est que le projet a été largement élargi par rapport à ce qui était prévu initialement. La façade extérieure était concernée initialement. Et désormais, comme vous le rappelez, Patrick Sabatier, il y a d'autres éléments qui seront aussi rénovés pour avoir une homogénéité d'ensemble dans la rénovation qui va être conduite au sein de l'Église. Monsieur Sabatier. Oui, ça a été largement, d'où le doublement du montant total.
bon, à refaire, puisque après coup, effectivement, on aurait pu d'entrée refaire le tout. Bon, une fois voté, en réunissant les services avec l'avis éclairé des fonctionnaires du père Mathieu, il nous a paru opportun, nécessaire et obligatoire de refaire une rénovation d'ensemble. Donc, c'est ajouter le campanile. Le campanile qui fait partie vraiment du prolongement de la façade principale. Donc, rénover la façade sans rénover le campanile, c'était une aberration. Donc, on est revenu sur cette délibération, on a rajouté le campanile. Campanile qui demande à des artisans spécialisés pour rénover ce campanile. Autour du campanile, il y a tout un accompagnement d'étanchéité de toiture qu'il a fallu reprendre. En montant voir le campanile, on s'est aperçu qu'il y avait des fragilités sur la toiture. À y être, on a refait les parements. Et puis, le père Mathieu, et puis j'y tiens aussi, l'entrée de l'église. Nous avons une église magnifique. Il y a une église magnifique. On a rénové le maître-autel et l'entrée était vraiment à refaire. Donc, on a refait le sas d'entrée. D'où le doublement du montant total. Voilà, donc tous ces travaux vont être programmés. Ça, grâce au financement du département et de la DRAC, le reste à charge pour la commune ne sera plus que raisonnable. Et ça nous permettra d'avoir une église Saint-Sébastien qui sera entièrement rénovée. Nous l'avons fait pour l'hôtel de ville historique où nous nous trouvons, il y a de ça moins d'un an. Nous l'avons fait pour le pôle culturel. Et l'église Saint-Sébastien aussi bénéficiera de ces travaux très prochainement. Donc je vais soumettre cette délibération à vos voix. Qui est pour ? Oui. On va procéder au vote, je vous rends la parole juste après. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Oui, vous vouliez rajouter un mot ? Simple réflexion, Monsieur Sabatier. Que ne ferait-on pas pour le père Mathieu ? En réalité, c'est pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel et culturel. Donc, bien évidemment, aucune objection à ce niveau. Merci. Allez, on passe à la délibération suivante qui concerne l'embellissement des façades. C'est une délibération qui revient régulièrement parce que là aussi, le département des Bouches-du-Rhône soutient l'opération que nous avions lancée en 2021. Je laisse le soin à M. Patrick Sabatier, là aussi, de nous en faire la présentation. Bon, mes chers collègues, il s'agit, j'ai l'habitude de le dire, d'une délibération habituelle dans ce type de cas, l'embellissement des façades. Bon, un petit rappel quand même, j'ai souhaité vous faire un petit rappel sur depuis le lancement de la procédure d'aide à l'embellissement des façades, nouvelle formule depuis 2021, il a été attribué 250 000 € d'aide pour la rénovation de nos façades dans le centre historique d'Allaux. Alors, en l'espèce, aujourd'hui, pour ce rapport, il s'agit d'une nouvelle demande de subvention pour le ravalement d'un immeuble situé au 5 rue de la Treille, sur la partie haute du village, à proximité de la rue Notre-Dame. Le montant de la subvention communale accordée est de 23 660 €. Le comité technique a émis un avis favorable le 10 septembre 2025, jugeant le dossier complet et recevable. Il est proposé donc de solliciter la participation financière du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur, comme d'habitude, de 70 % de la subvention accordée, soit 16 562 €, la part d'autofinancement de la commune étant portée à 7 098 €. Merci pour cette présentation. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne donc la conservation et la restauration du dôme de l'église Saint-Laurent de la Bourdonnière, avec là aussi une demande de subvention auprès du ministère de la Culture à travers la DRAC, donc Direction régionale des affaires culturelles. Et c'est M. Christian Lartaud, adjoint au service technique, qui nous en fait la présentation. Merci, Monsieur le maire. D'autant que l'église de la Bourdonnière, elle est sur le logis neuf, et étant du logis neuf, voilà. La voix de chez toi ou presque. Le conseil municipal a voté le 5 juillet dernier la restauration du dôme de l'église Saint-Laurent de la Bourdonnière, dont la première pierre a été posée en 1847. Une mise en sécurité du dôme, incluant notamment la mise en place d'un accès sécurisé, des travaux de maçonnerie,
sa dévégétalisation ainsi qu'une mise en sécurité du fronton. Ces travaux se sont déroulés jusqu'au 2 juillet. La présente délibération vise, en plus de la demande d'aide financière sollicitée le 5 juillet auprès du département à hauteur de 110 000 €, une aide complémentaire auprès de la DRAC dans le cadre de son dispositif de soutien à la restauration et à la valorisation du patrimoine pour une subvention représentant 20% du montant hors taxe du coût de l'opération, soit 44 000 € maximum, soit un reste à charge pour la collectivité de 66 000 €. Merci beaucoup, Monsieur Lartaud, pour la présentation. Monsieur Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Bien évidemment, nous n'allons pas nous opposer à la restauration du dôme, car restaurer l'église Saint-Laurent, c'est préserver notre mémoire collective et renforcer l'identité de notre commune. Permettez simplement une remarque sur ce qui me semble être une erreur matérielle, puisque l'article 1 mentionne une subvention de 110 000 € de la DRAC, si je ne me trompe pas, alors que cet organisme n'intervient généralement pas à hauteur de 50%, comme le département, mais plutôt à 20%. Il conviendrait donc de corriger cette incohérence entre l'article 1 et le plan de financement, me semble-t-il. Merci. Ce sont bien les 20% qui sont mentionnés dans la délibération. On prendra le soin de vérifier néanmoins. S'il n'y a pas d'autre intervention, je le soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne le pôle culturel de l'usine électrique avec la signature d'une convention de mise à disposition du fonds REMU entre la ville et le fonds de dotation du futur musée Marcel Pagnol. Je laisse le soin à Jacqueline Fabre, élue à la culture, de nous en faire la présentation. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Peut-être en préambule, je vais quand même vous parler du petit bilan culturel de l'été que je partage avec mon ami du tourisme, Laurent Castillo, qui vous dira quelques mots également sur ce bilan touristique et de la saison estivale, comme vous l'a dit Monsieur le maire en introduction. Donc, a vu près de 45 000 visiteurs participer à nos événements ou simplement visiter la commune. Pour la partie culturelle, le bilan des estivales est excellent, avec près de 7 000 spectateurs qui ont pu apprécier les spectacles de Mathieu Madénian, Bernard Parle, Louis Bertignac, Le Prénom, Laurent Deville, etc. Nous pouvons également souligner le succès du retour du cinéma plein air, avec près de 1100 spectateurs réunis lors des 4 séances proposées au Théâtre de Nature. Donc, concernant le rapport avec le musée Rému, donc Rému est une des grandes figures du théâtre et du cinéma français. Il se fait d'abord connaître comme comédien de café-théâtre, théâtre aussi, avant d'être relevé par Marcel Pagnol dans la célèbre trilogie Marius, Fanny, César, mais pas que, La femme du boulanger, La fille du puisatier, etc. Pour rappel, 2 conventions du mise à disposition du fonds Pagnol ont déjà été approuvées par le conseil municipal en juillet 2022 et janvier 2023. Il s'agit ici de la signature d'une convention de mise à disposition du fonds Rému pour enrichir les collections du futur musée Marcel Pagnol. Le fonds de dotation Marcel Pagnol étant désormais dépositaire des collections de l'ancien musée Rému, qui était exposé à Marignane entre 2014 et 2024, qui était tenu pour info par la petite fille de Rému, Isabelle Noin Rému, qui était aussi la petite fille de l'autre côté de Jean Noin. Il apparaît pertinent d'intégrer cette collection au futur musée Pagnol en raison des liens très forts qui unissaient Rému et Marcel Pagnol. Cette mise à disposition permettrait d'enrichir significativement les collections du futur musée. Un inventaire détaillé des collections Rému est annexé à la délibération, ainsi que la convention de mise à disposition. Ainsi, je vous prouve d'approuver la présente convention de mise à disposition. Merci beaucoup, Jacqueline Fabre, pour cette présentation. Monsieur Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Alors, encore une fois, une interrogation, des questions, même si nous allons voter pour cette délibération. C'est une délibération qui vise à enrichir le futur musée Marcel Pagnol en y ajoutant la collection Rému. Nous avons tous le souci de valoriser l'héritage de Marcel Pagnol. Nous savons aussi ce que représente Rému dans notre mémoire collective. Permettez-moi de formuler quelques réserves constructives, du moins je l'espère. Avons-nous un plan directeur clair, avec une feuille de route et un budget consolidé et un calendrier précis? Car il semble que nous ayons à petit bout, avec un empilement de prix, à petit bout, un empilement de délibérations. Une convention en 2022, une autre en 2023 et une nouvelle en 2025.
N'avons-nous pas une dépendance excessive vis-à-vis d'intérêts publics? Car nous signons avec le fonds de dotation Marcel Pagnol, représenté par un héritier de la famille. La politique culturelle d'Allo doit-elle reposer sur des négociations familiales alors que le patrimoine Pagnol est universel? En outre, des conventions de 3 ans, où sont les garanties de pérennité et de propriété des œuvres présentées? Ce sont des questions que j'espère constructives et nous voterons pour cette délibération, bien sûr. Je voterai. Merci. Donc effectivement, ce musée se construit pas à pas. On en a parlé en ouverture de ce conseil municipal. Il fera partie des grands projets d'avenir. Après, nous avons fait le choix de prioriser ce qui nous paraissait d'autant plus prioritaire, la 7e école sur le volet éducatif, le poste de police municipal, la mise en accessibilité de l'espace public et d'un certain nombre de bâtiments communaux. Et le projet Pagnol fait partie des projets qui viendront juste après la réalisation de ces derniers. Il est normal que ce fonds de dotation fasse l'objet de délibérations récurrentes parce que ce fonds a vocation à s'enrichir, comme c'est le cas avec le fonds Rému qui est l'objet de cette présente délibération. Et donc, il est fort à parier que dans les années futures, et ça sera plutôt bon signe pour ce futur musée, que nous ayons à nouveau à délibérer pour l'enrichir encore et avoir un musée qui permette effectivement le rayonnement de notre commune dans la Provence tout entière et bien au-delà. Parce que comme nous l'avons dit avec Madame Fabre, notre ambition, c'est que ce futur musée soit reconnu comme un musée de France, qu'il ait le label officiel et qu'il soit répertorié par le ministère de la Culture. Vous l'avez peut-être vu à la fin de l'été, au mois d'août, Madame la ministre de la Culture, Rachida Dati, nous a officialisé effectivement le soutien à cette opération à travers le ministère de la Culture. Et donc nous aurons encore à y travailler ces prochaines années. Ce musée, il ne peut pas se faire sans les héritiers. Ce sont eux qui sont les détenteurs d'une grande partie de l'œuvre. Sans accord de la famille, il n'y a pas de musée. Donc c'est légitime que nous travaillions main dans la main avec Nicolas Pagnol, pour ne pas le citer, et tous ceux qui composeront le comité scientifique de ce futur musée, des académiciens, des universitaires, des ingénieurs, qui viendront travailler à la scénographie et à la mise en œuvre de ce futur musée. Nous avons sur le plan financier, pour vous rassurer, des engagements effectivement du ministère de la Culture pour son financement, des engagements de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, des engagements du département des Bouches-du-Rhône et également de la Fondation du patrimoine. Et nous souhaitons aussi que ce futur musée soit financé à hauteur de 10 à 20% par des mécènes privés, comme ça se fait beaucoup dans les milieux culturels. Donc nous avons sollicité un certain nombre de fondations, à commencer par la fondation de la CMA-CGM. Il y a même la Principauté de Monaco qui s'est déclarée intéressée pour participer au financement de ce projet, parce qu'on le sait peu, mais Marcel Pagnol avait un lien particulier avec le prince Régnier, le père, et donc ils sont intéressés pour qu'on retrace un petit bout de cette histoire ici à Allo dans le cadre de ce futur musée, et donc ils seront des partenaires potentiels de ce futur musée. Donc voilà les éléments qu'on peut porter à votre connaissance, et je peux vous l'assurer d'ores et déjà, Monsieur Gonzalez, le futur musée fera l'objet encore de nombreuses délibérations, comme nous le faisons en transparence régulièrement dans le cadre de ce conseil municipal. Je vais soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, qui concerne donc à la fois le pôle culturel de l'usine électrique et aussi la propriété lieu, qui est un lieu de visite là, à proximité du domaine de Pichoris sur les hauteurs d'Allo. Et comme il s'agit de création de tarifs, c'est monsieur l'adjoint aux finances, monsieur Jean Tomaselli, qui nous en fait la présentation. Oui, merci Monsieur le maire. Donc délibération qui revient assez souvent. Donc là, ça concerne quatre sujets. Donc pour les anciens locaux de la caserne des pompiers mis à disposition des associations à 5 € le mètre carré par mois. Pour le tourisme et la culture avec des tarifs pour la visite de la propriété Luc, 15 € pour des adultes et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans. Pour la bibliothèque, avec des tarifs pour les ateliers et stages numériques, donc catégorie 1, 5 € et catégorie 2, 10 €. Et pour la location complète de l'usine, le pôle culturel, 1 800 € la demi-journée et 2 800 € la journée, afin de répondre aux nombreuses sollicitations que nous pouvons avoir depuis l'ouverture du pôle culturel, qui connaît un vrai succès de fréquentation, environ 10 000 visiteurs par mois. Voilà, ainsi je vous propose d'approuver ces nouveaux tarifs. Merci beaucoup. Monsieur Gonzalez. Merci, monsieur le maire. Désolé, mais je tenais à ce que nos administrés sachent quelles sont nos réflexions à propos de ces délibérations, parce que la plupart du temps, nous votons pour sans donner d'explication. Alors, nous saluons bien entendu l'ambition de valoriser nos équipements, mais certains points méritent d'être corrigés.
Tout d'abord, dans l'exposé, je note une incohérence juridique, à mon avis, sur la date de la précédente délibération et les questions du 10 avril dans l'article 1, alors qu'il s'agit du 15 avril. Ça, c'est pour prouver que j'ai lu les délibérations, même si je les lis en diagonale. Une correction me semble indispensable. Ensuite, à moins que je n'ai pas bien suivi, la tarification proposée ne prévoit pas de réduction pour les familles les plus modestes, les étudiants ou les enfants en bas âge. Et une politique culturelle municipale doit rester accessible à tous. La privatisation de l'usine coûte 2 800 € à la journée. Y a-t-il un barème complémentaire avec des tarifs adaptés aux associations locales? Enfin, la location des anciens locaux de la caserne à 5 € le mètre carré manque de précision. Qui aura la priorité? Quelles garanties seront exigées? Voilà ma question, mais je voterai pour cette délibération. Merci. Merci, je vais vous apporter quelques éléments de précision. Déjà sur les tarifs de location à nos associations, c'est désormais une obligation suivie par le contrôle de légalité à la préfecture. Avant, beaucoup de collectivités, à commencer donc par les mairies, prêtaient les salles gratuitement à son réseau associatif. Désormais, tout doit être tarifé pour des questions de responsabilité juridique, de traçabilité sur le plan financier. Ce qui se fait traditionnellement, c'est que nous intégrons ce coût au montant des subventions que nous leur versons pour pas que ce soit à la charge des associations qui ont déjà des difficultés pour financer leurs activités au-delà des subventions que nous pouvons leur attribuer. Et c'est bien légitime que nous puissions fonctionner comme ça à leur service pour continuer à accompagner leur dynamisme comme nous l'avons noté. Là, nous mettons à jour la grille des tarifs, mais ça ne vient pas écraser l'ensemble des tarifs municipaux qui sont en vigueur sur le territoire communal. Vous disiez qu'il n'y avait pas de tarif préférentiel pour les gens qui auraient, pour profiter de l'offre culturelle alaudienne, ne pourraient pas bénéficier d'un tarif préférentiel. C'est le cas l'été sur nos concerts, nos pièces de théâtre, etc. Il y a plusieurs tarifs, avec des tarifs préférentiels. Nous allons, que ce soit pour des questions d'âge, pour des questions de handicap ou sur d'autres critères qui sont fixés dans ce catalogue que nous pourrons vous donner et que nous pourrons compiler pour que vous en ayez une lecture complète si vous le souhaitez. Donc nous sommes très attentifs effectivement à répondre à cette attente, notamment sur le plan social, pour que l'accès à la culture se fasse de la manière que ça puisse profiter à un plus grand nombre, et notamment quand il s'agit des Alaudiens, parce que nous le faisons avant tout pour eux. Donc voilà, en espérant que ces propos soient de nature à vous rassurer. Si vous voulez des précisions complémentaires, M. Tomaselli se rendra répondra à vos attentes et pourra vous donner le catalogue complet qui, vous le verrez, est assez épais. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante avec une convention de partenariat avec l'association Lire et Faire Lire, qui est reconnue officiellement par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture. Et c'est notre élue à la culture, Madame Jacqueline Fabre, qui nous en fait la présentation. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'une convention de partenariat avec l'association Lire et Faire Lire pour organiser des séances de lecture à voix haute destinées aux enfants dans la bibliothèque municipale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bibliothèque reçoit plusieurs fois par semaine des groupes, notamment des nounous, des enfants de 0 à 3 ans, qui viennent tous les matins, mais aussi des groupes avec des enfants en situation de handicap. Et elles sont pas suffisamment nombreuses pour pouvoir répondre tous les jours, compte tenu du quotidien, à tout ce public qui vient sur la bibliothèque. Donc Lire et Faire Lire est une association créée en 1999 qui propose un programme éducatif favorisant la lecture et la solidarité intergénérationnelle. Son fonctionnement repose sur l'intervention de bénévoles âgés de plus de 50 ans qui animent gratuitement des séances de lecture pour des groupes d'enfants de 0 à 12 ans. Il faut savoir aussi que ce programme est porté par la Ligue de l'enseignement et l'Union nationale des associations familiales, et que pour ça, ils reçoivent le soutien du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Culture, mais aussi de la Caisse d'allocation familiale. La Convention définit les conditions et modalités de collaboration entre la ville et l'association. Je vous propose d'approuver la présente convention de partenariat. Merci. Elle contribuera effectivement aux activités proposées au sein de la nouvelle bibliothèque, qui, je le rappelle, est entièrement gratuite pour l'ensemble des Alaudiens.
S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, le 5e de ce conseil municipal. C'est le volet attractivité tourisme, avec une délibération qui est d'actualité parce que nous accueillons là, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi quelques jours de tournage de la série Plus belle la vie de TF1 là, sur la place de l'Hôtel de Ville. Et nous renouvelons la convention qui nous lie à TF1 pour une année supplémentaire. Je vais laisser le soin à monsieur Laurent Castillo, l'élu au tourisme, de nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire. Chers élus, en propos introductif et en complément de ce qu'a indiqué tout à l'heure ma collègue Jacqueline Fabre et vous aussi Monsieur le maire, le bilan touristique de l'été est excellent. Il est excellent grâce à plus de 45 000 visiteurs, dont 20 000 touristes. 2 000 ont été d'ailleurs accueillis à la Maison du Tourisme. J'en profite pour remercier mes équipes et mon chef de service qui est présent dans l'Assemblée aujourd'hui, M. Amand Tessèdre. Tout ça a été dû grâce à la visite de nos équipements publics et de notre patrimoine, tels que les moulins ou la propriété Luc, mais aussi au grand succès des visites Plus belle la vie avec plus de 800 personnes et nos fêtes habituelles, telles que la fête de la musique et la fête nationale, qui a vu notre premier spectacle de drone, ainsi qu'aux 3 marchés nocturnes. En septembre 2024, le conseil municipal avait voté à l'unanimité la mise à disposition de locaux municipaux et du domaine public en vue de réaliser le tournage de la série Plus belle la vie, encore plus belle. Chaque année, la série Plus belle la vie, encore plus belle tourne dans nos rues de la commune environ 40 jours. Cela permet à la ville de percevoir chaque année entre 100 000 et 120 000 euros au titre des tournages, de proposer cette année 63 visites guidées, comme je le disais, à plus de 800 visiteurs, sur le parcours permettant de découvrir les secrets de la série. Au-delà, des acteurs, les équipes techniques, de nombreux visiteurs viennent assister au tournage et viennent consommer chez nos artisans locaux, commerçants, restaurateurs et cafetiers. La convention actuelle arrive prochainement à expiration le 19 octobre. Il convient de renouveler la présente convention pour une durée de 1 an afin d'accueillir de nouveau le tournage. Merci Laurent Castillo pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, si bon, vous êtes le seul représentant de l'opposition, Monsieur Gonzalez, donc oui, c'est pour ça. vous prenez votre rôle très à cœur. Absolument. Nous vous écoutons. Alors, je vais tronquer mes questions. Bien évidemment, nous allons voter cette délibération, comme toujours, puisque j'ai eu les réponses que j'attendais déjà par votre intervention. Cette convention est bien rédigée et sécurisée juridiquement, mais elle gagnerait à être renforcée avec une évaluation économique, les contreparties touristiques concrètes et la prise en charge des coûts supportés par la commune. C'est surtout ça. Car la ville assure une visibilité médiatique et culturelle grâce à la série, mais prend aussi en charge une partie importante de la logistique et des autorisations. Mobilisation d'agents municipaux, de matériel et de nuisances. Il n'est pas précisé dans la convention si la production doit prendre en charge les frais logistiques. Et quid du dispositif d'information des habitants, affichage, courrier, site internet avant chaque tournage, impactant la circulation ou le voisinage? Je vous remercie. Alors, très bien, je pense que, je ne sais pas si c'est vous qui avez préparé vos interventions, mais essayez de les actualiser au gré de la présentation des délibérations, parce qu'une partie de la réponse se trouve dans les propos qu'a tenus M. Castillo à l'instant. Donc, comme on vous l'a dit et comme on vous l'a précisé, en échange de l'occupation du domaine public pour la série, et c'est ce que cette présente convention prévoit, il y a une indemnité qui est versée à la commune, qui représente donc entre 100 et 120 000 euros par an, qui rentre directement dans le budget communal et qui a vocation à compenser effectivement la mobilisation que ça nécessite sur le plan logistique pour la municipalité, sachant que ce qui est à notre charge est relativement modeste parce que l'organisation du tournage est de la responsabilité pleine et entière de la société de production et de TF1. Donc nous, c'est un accompagnement à la marge pour faciliter leurs différentes démarches. Ça peut, si besoin, quelques interventions de la police municipale pour barrer la route, etc. Mais ça se limite et c'est très peu chronophage en termes de temps. Sur, effectivement, la nécessité d'informer au maximum l'ensemble des riverains, parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit bien vécu par l'ensemble des Alaudiens. Et l'objet, c'est que ce soit quelque chose qui participe au dynamisme du centre historique de la commune, parce que c'est aussi dans ce sens que nous l'avons fait, c'est-à-dire qu'au-delà des gains d'image pour la commune, parce qu'elle est tous les jours à l'écran sur TF1 à 1 heure de grande écoute, je rappelle que la série, c'est 3 millions de téléspectateurs par jour, entre sa diffusion juste après le JT de 13h
13h, sa rediffusion le soir sur la chaîne TF1 Série, les diffusions sur TF1+, qui est l'outil de replay de la première chaîne de France. Et dans cette convention, il y a à la fois ce que la production nous donne directement et il y a toutes les retombées indirectes aussi. Parce que dans cette convention, nous précisions explicitement qu'à chaque fois que c'est possible, la société de production s'engage à faire travailler nos commerçants, nos artisans, nos restaurateurs, nos hôteliers, ce qu'elle fait et nous y veillons scrupuleusement mois après mois. Là, de manière très concrète, il y a un décor de Noël, pour rien vous cacher, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, sur les réseaux ou en direct ici sur la place de l'Hôtel de Ville et de l'Église, parce que TF1 tourne déjà les épisodes qui sont diffusés durant la fin du mois de novembre et le courant du mois de décembre, et donc tout ça fait l'objet de contreparties pour la commune. Ça permet de dynamiser, de profiter à nos commerçants de proximité. On va essayer aussi, dans le cadre de ces épisodes, de valoriser les produits artisanaux d'Allo à travers ce que peut proposer le Moulin Bleu notamment, ou le Royaume des Abeilles. Voilà, tout est fait pour maximiser les ressources que nous pouvons en retirer, et l'impact sur le plan touristique a été indéniable. Cette exposition, avec 3 millions de téléspectateurs par jour, a encore eu un impact cet été, parce que nous égalons l'année de fréquentation touristique record de l'été 2024, alors que le tourisme cette année n'avait pas spécialement le vent en poupe dans la région. Et donc voilà, c'est une vraie satisfaction que d'amener cette fréquentation plus massive, plus régulière. On est loin d'un tourisme de masse, ce n'est pas ce que nous recherchons pour Allo, mais ce sont des familles qui profitent de venir sur les lieux de tournage de leurs acteurs préférés et à qui on essaie de faire découvrir notre patrimoine et cette fabuleuse vue sur la rade marseillaise qui connaît tant de succès. Je vais soumettre cette délibération à vos voix. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante. Donc nous nous projetons encore un peu plus en direction de Noël. C'est peut-être les températures du jour qui nous a poussé à agir ainsi, avec donc une convention de partenariat, parce que nous avons pour la première fois des participations financières qui viendront abonder le budget municipal pour la bonne préparation de ces fêtes de Noël. C'est monsieur Laurent Castillo, élu au tourisme, qui nous en fait la présentation. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous l'avez dit, chaque année, la commune organise des festivités à l'occasion de Noël, telles que le lancement des illuminations, le marché de Noël, Noël à la Punch, Noël au Logis Neuf, ainsi que l'ensemble des événements présentés sur le pôle culturel durant tout le mois de décembre. Autant de manifestations municipales qui rythmeront les fêtes de fin d'année à Allo. Conformément à notre volonté de renforcer les partenariats privés, plusieurs entreprises ont manifesté leur souhait de soutenir financièrement l'organisation de ces festivités. La société Technicoflore pour une donation de 1 500 € et la caisse locale du Crédit agricole du Canton Vert pour une dotation financière de 1 000 €. Ainsi, je vous propose d'approuver ces conventions de partenariat. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est effectivement des choses qu'on a développées ces dernières années avec des participations financières pour d'autres opérations dans l'année, que ce soit les opérations de reboisement, que ce soit le concours de la Lodiana Pétanque. Et donc, désormais, nous aurons aussi cette participation financière de la sphère privée pour participer à nos événements des fêtes de fin d'année pour Noël. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet des retraités actifs avec une modification du règlement intérieur de notre maison municipale des retraités actifs, ce qui va nous permettre de faire un premier bilan de rentrée avec notre adjointe, Madame André Collin. Merci, Monsieur le maire. Voilà, effectivement, on va faire un petit bilan rapide. La maison municipale des retraités actifs compte cette année 2025 751 adhérents, contre 450 en 2020, soit une augmentation de 60% d'adhérents. Un chiffre en constante augmentation, tant les demandes sont de plus en plus nombreuses chaque année. J'en profite pour saluer l'engagement du service de la MMRA ainsi que celui des 39 animateurs bénévoles qui gèrent avec passion les 33 activités que nous proposons. Activités sportives avant salle, activités sportives à l'extérieur, activités culturelles, activités ludiques. Ce petit bilan va me permettre de présenter le rapport suivant, c'est-à-dire qu'il s'agit de modifier le règlement intérieur de la MMRA, tout simplement, afin d'intégrer de nouvelles règles essentielles à son bon fonctionnement, particulièrement concernant les modalités d'inscription. Comprenez bien que pour inscrire 751 personnes, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Face à la forte affluence, il est proposé que le retrait du dossier d'inscription se fasse dès le mois de mai, soit physiquement à la MMRA, soit par téléchargement sur le site allo.com. Je vous propose tout simplement d'approuver le présent règlement intérieur.
Merci beaucoup, Madame Collin. Donc, il faut se rendre compte du nombre d'inscrits sur une commune de 22 000 habitants, avoir plus de 750 inscrits dans nos activités seniors. C'est un beau succès qui se renouvelle d'année en année. Donc, si vous permettez, Monsieur le maire, tous les jours, nous avons des demandes d'audience. C'est bon signe, ça montre le dynamisme de toutes les activités que vous encadrez. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, si Monsieur Gonzalez, qui va peut-être s'inscrire au club. J'ai dépassé l'âge limite. Oui, 755, c'est la rançon de la gloire. Bravo à vous et bravo à tous ces bénévoles. Nous allons la voter, bien évidemment. Cette délibération est purement technique, vous l'avez vu. Elle vise à mieux organiser les inscriptions annuelles et à fluidifier le fonctionnement du service. Cela part d'une bonne intention, mais elle risque d'entraîner des situations d'exclusion en interdisant toute inscription en cours de l'année. On prive certains retraités d'un accès à ces activités. Peut-être faudrait-il garder une certaine souplesse pour que ce lieu reste ouvert à tous nos aînés et dépasse le score de 755 adhérents. Oui, alors après, comme le dit Madame André Collin, il arrive un principe de réalité, c'est qu'on ne peut pas pousser indéfiniment les murs. C'est-à-dire qu'on a des structures municipales, un volume horaire à assurer pour accueillir toutes ces activités. En toute sécurité, c'est quand même aussi, il faut encadrer ce personnel, ces bénéficiaires d'un certain âge, même s'ils ont un dynamisme qui n'est jamais démenti, et parce qu'on peut être adhérent à partir de 50 ans, donc on n'a pas à attendre d'être un retraité confirmé pour adhérer au dispositif. Donc voilà, on a déjà réfléchi comment toujours améliorer, accroître. Il faut savoir que toutes ces activités sont proposées pour un tarif de 30 € à l'année. 30 € l'année. C'est un prix qui défie toute concurrence. C'est une des raisons pour lesquelles aussi on n'a jamais sollicité une maison du bel âge du département, parce que nos services municipaux font mieux et pour moins cher, parce qu'il s'agit d'un réseau d'animateurs bénévoles, c'est à souligner, et on remercie encore leur engagement. Donc on essaye de faire toujours plus et mieux année après année. Après, il y a un principe de réalité et de sécurité pour encadrer l'ensemble de ces événements qui rythment l'année, auxquels nous devons absolument nous conformer. Donc on verra quelles sont dans les années prochaines nos capacités d'évolution, mais là on est déjà à un niveau où on peut difficilement aller au-delà compte tenu de nos moyens et notamment la simple disponibilité des salles que nous mettons à disposition, parce qu'il y a aussi toutes les associations sportives, tous nos clubs, la culture, etc. Et donc on essaie de donner satisfaction à tous les Allodiens qui le demandent. Je vais soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, le volet sport, avec Madame Émilie Partouche qui va nous présenter la convention tripartite que nous signons à chaque rentrée avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le lycée Monte Cristo pour la mise à disposition notamment du gymnase du lycée. Oui, effectivement. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, avant de présenter le rapport concernant le renouvellement de la Convention, je voulais m'arrêter quelques minutes et faire un bilan avec vous sur la rentrée des sports qui s'est passée donc le 6 septembre. La rentrée des associations sportives donc a eu lieu à Pied-d'Autry. Nous avons eu près de 2200 participants venus découvrir les associations sportives et lieux d'animation de la commune dans une ambiance très festive et un temps ensoleillé. Donc, c'était la journée idéale. Au total, près de 45 associations sportives proposent des activités variées sur la commune, adaptées à tous les âges, allant des sports collectifs aux disciplines individuelles, en passant par la danse, les arts martiaux, l'équitation ou encore les échecs. Certaines interviennent aussi dans les écoles, contribuant à la santé, à l'équilibre scolaire et au développement personnel de l'enfant. Enfin, je rappelle que nos associations bénéficient des infrastructures sportives communales, avec un total quand même de 16 400 heures d'occupation annuelle, qui sont bien sûr réparties entre les nombreux clubs de la commune. Pour en revenir donc à notre renouvellement de convention, il est proposé de renouveler la convention pour le gymnase, le lycée Monte Cristo, entre la région et la commune, pour la mise à disposition des locaux et équipements scolaires pour la commune et nos associations. L'objectif est de permettre à la commune de mettre à disposition le gymnase du lycée Monte Cristo à des associations sportives allodiennes en dehors du temps scolaire,
Ainsi, l'association Basket Club Alaudien et l'association de badminton Badin Marseille bénéficient du gymnase du lundi au vendredi de 18h à 22h. La mise à disposition des locaux par la région et le lycée Monte Cristo implique une participation financière de 7 € par heure d'occupation du gymnase. Le tarif prévisionnel est estimé à 5 040 €, calculé sur la base de 20 heures hebdomadaires pendant 36 semaines. Ce montant sera ajusté en fonction de l'occupation réelle du gymnase. Je vous propose d'approuver la présente convention. Merci beaucoup, Émilie Partouche, pour cette présentation. Si elle n'appelle pas de remarques, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Délibération suivante qui concerne une mise à jour du règlement intérieur de la piscine municipale à Pied-d'Autry. Tout à fait. La présente modification du règlement intérieur de la piscine municipale vise à mieux adapter le règlement à l'utilisation de l'équipement par le public, les adhérents des activités municipales et les associations sportives. 2 changements notables sont apportés au règlement. Donc, l'article 2 concernant les conditions d'accès est modifié pour préciser que les cartes d'accès sont délivrées uniquement sur présentation d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les résidents d'Allo et que les recharges de cartes sont valables 1 an à compter de leur date d'achat. Ensuite, pour l'article 4 relatif à l'hygiène, c'est important, est modifié pour préciser que le port du bonnet de bain est obligatoire uniquement dans le bassin intérieur. Donc je vous propose d'approuver ce présent nouveau règlement. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de remarques, on va le soumettre à vos votes. C'est vrai qu'initialement, on avait demandé à ce que le bonnet soit porté aussi sur le bassin extérieur, et on s'est rendu compte cet été que le bassin extérieur, c'est un espace de liberté, on en profite donc par nature durant la période estivale, et donc on a fait le choix de limiter le port du bonnet uniquement au bassin intérieur pour toutes les pratiques durant l'année, pour que voilà, pour que les Alaudiens puissent profiter au mieux du bassin extérieur durant l'été. Je soumets donc cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante. On est sur le volet environnement et plus particulièrement protection animale, avec 2 conventions que nous allons nouer ou renouveler plutôt. La première avec les ailes de la PA, et c'est Madame Isabelle Lévy, adjointe à la protection animale, qui nous en fait la présentation. Merci Monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais faire un bilan estival de la protection des collines pour la surveillance des feux dans nos massifs. Je voudrais aussi remercier mon service ainsi que les CCFF qui ont été présents tout l'été, 7 jours sur 7. Comme chaque année, un dispositif renforcé de protection des collines a été mis en place durant l'été 2025. Nos agents du service protection des collines, 5 titulaires et 2 vacataires, ont réalisé 3040 heures de patrouille quotidienne complétées par le remplissage des abreuvoirs, 22 800 litres. Les vigies de Tête Rouge et de Notre-Dame, tenues par 18 vacataires, ont assuré une surveillance permanente de juillet à septembre, 532 heures chacune. La garde régionale forestière, composée de 10 contractuels, a occupé 4 points fixes pour informer et sensibiliser le public. Le comité communal Feux des forêts a assuré des vigies de patrouille en 4x4 et VTT, ainsi que l'arrosage et le remplissage d'abreuvoirs, 44 700 litres d'eau en 2025 contre 34 720 litres en 2024. Leur mobilisation a été effective la grande majorité de l'été, 57 jours sur 70. Enfin, nous avons eu 6 départs de feu immédiatement circonscrits. Ont été recensés en 2025 2 zones naturelles, 1550 m² touchés, et 4 en zone urbaine, périurbaine, 515 m² touchés. Je vais donc présenter le rapport. Il est proposé de renouveler le partenariat pour une période de 3 ans avec l'association Les Ailes de l'APA. L'association s'engage à capturer des chalives sur des sites désignés par la commune, à les faire stériliser ou soigner chez des vétérinaires partenaires de la commune, puis à les relâcher sur site. Cette action s'inscrit dans la continuité de la politique de protection animale menée par la commune. La convention établit un partenariat sans rémunération entre la commune et l'association Les Ailes de l'APA. Je vous propose d'approuver le renouvellement de ce partenariat dans le prolongement des subventions accordées par la commune et le département. Merci beaucoup Isabelle Lévy. Monsieur le député, nous vous écoutons. Je vous remercie, monsieur le maire.
Je profite une nouvelle fois de cette délibération pour encenser Madame Lévy pour son engagement dans nos communes, ainsi que les équipes municipales et l'engagement qu'elle a envers les animaux. Idem pour les bénévoles, les associations, les ailes de l'ASPA ou bien la Féline. Alors, nous soutenons le renouvellement de cette convention, tant il est vrai que la stérilisation des chats libres est indispensable pour limiter les nuisances et améliorer la cohabitation avec les habitants. Cependant, 2 points me paraissent importants. Un bilan clair de la précédente campagne, quels résultats ont été obtenus, un minimum de soutien municipal, car en effet, un accompagnement même modeste à l'association serait un signal fort de reconnaissance et d'efficacité. Et j'en profite pour féliciter les bénévoles, ça je l'ai déjà dit. Enfin, une meilleure communication auprès des habitants serait utile, car certains s'étonnent que l'on relâche les chats sur leur lieu de capture, ce qui me paraît tout à fait naturel. J'invite donc la municipalité à aller plus loin dans l'évaluation et le soutien de ces actions. Je vous remercie. Je vais vous le dire, Monsieur Gonzalez, parce que peut-être que Madame Lévy, avec sa réserve naturelle, n'osera pas. Rares sont les communes qui font autant que nous en matière de protection animale. C'est un engagement de tous les jours qui dépasse largement son statut d'élu, de la même manière que pour nos agents municipaux ou pour que tous ceux qui œuvrent dans le cadre de ces associations, qui sont des vrais passionnés et qui défendent la cause animale avec énormément de cœur. Nous soutenons ces associations. Là aussi, Madame Isabelle Lévy, vous avez répondu avant même que vous posiez votre question. Nous les subventionnons par ailleurs, que ce soit à travers la ville, à travers le département, parce que naturellement, au-delà de ces conventions, nous sommes en appui et le travail se fait de manière très collaborative, c'est-à-dire que les relations entre ces associations qui interviennent sur le domaine communal, que ce soit la SPA par ailleurs, les ailes de l'APA en ce qui concerne cette délibération, l'association La Féline, pour laquelle nous allons aussi renouveler la convention dans quelques instants, sont des acteurs avec qui nous travaillons étroitement à longueur d'année. Leur action est reconnue et nous pouvons que saluer le travail qui est le leur. Madame Lévy, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, si toutefois vous voulez un bilan, Monsieur Gonzalez, je vous le ferai passer. Allez, je vais soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons donc à la délibération suivante qui concerne le renouvellement de la convention qui nous lie à l'association La Féline. C'est à nouveau Madame Isabelle Lévy-Fanucci qui nous en fait la présentation. Merci, Monsieur le maire. Dans la continuité de la délibération précédente, il s'agit de renouveler la convention de partenariat avec l'association La Féline qui réalise les mêmes actions que l'association Les Ailes de l'APA. Je vous propose donc d'approuver le renouvellement de ce partenariat. Merci beaucoup. Association que nous subventionnons aussi par ailleurs, faut-il le préciser. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant qui concerne l'aménagement urbain et la préservation de notre cadre de vie, avec donc un programme de rénovation de 5 logements, donc rue Étienne Louis. On est au cœur du logis neuf, avec une subvention communale pour rénover un certain nombre de logements. Le rapport nous est présenté par Monsieur Patrick Sabatier, adjoint à l'urbanisme et aux grands projets. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'une convention pour le financement et la réservation de logements sociaux dans le cadre d'un projet d'acquisition et d'amélioration, j'y tiens, d'amélioration de 5 logements, 3 PLUS et 2 PLAI, situés rue Étienne Louis au logis neuf. La commune s'engage à verser une subvention de 110 000 € au bailleur social, nommé Erilia, en contrepartie de ce financement et d'une garantie d'emprunt. Et c'est très important ce que je vais annoncer, le bailleur s'engage à réserver à la commune la priorité sur l'occupation de 2 logements. Les 110 000 € seront récupérés par la commune puisqu'ils sont déductibles de la pénalité SRU. Je vous propose donc d'approuver cette subvention. Merci. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, on va voter cette délibération. On est là au cœur de la politique que nous soutenons en matière d'habitat à l'échelle de la commune d'Allauch. Vous savez les grands combats qui nous préoccupent pour lutter contre toute forme d'urbanisation excessive, contre les promoteurs immobiliers qui voudraient nous imposer des programmes à plusieurs centaines de logements, contre des fois les services préfectoraux qui eux aussi veulent nous forcer à construire sur des sites qui nous paraissent complètement inadaptés. Ces combats, nous les mènerons et nous les mènerons à long terme. Pour autant, comme on le dit souvent avec
Madame Marie-Christine Cianarella et les élus en charge du CCAS. Le besoin en logement social pour les habitants de la commune d'Allauch doivent être autant que possible remplis, accompagnés pour qu'on puisse le leur mettre à disposition. Et la stratégie que nous poursuivons, c'est pas de faire de grands ensembles immobiliers, mais c'est de rénover déjà de l'habitat ancien au cœur de nos noyaux villageois, là où ça a du sens de faire du logement social, à proximité des écoles, à proximité des réseaux de transport en commun, à proximité des commerces de proximité, et en s'assurant effectivement que nous puissions attribuer ces logements à des dossiers qui sont en souffrance, des fois depuis plusieurs années au sein du CCAS, pour des familles allodiennes qui en ont besoin. Ça peut concerner les allodiens à tous les âges, hein, que ce soit des jeunes qui se lancent dans la vie active, que ce soit des parents isolés après un divorce, des retraités qui subissent une perte de revenus une fois que leur activité prend fin. Et nous essayons au mieux de gérer les urgences. Et là, voilà, ça sera très concret. On s'inscrit dans le plan aussi qui est défendu par monsieur le préfet de région, en espérant qu'il relâche la pression par ailleurs et que ce soit un genre de partenariat gagnant-gagnant. N'est-ce pas, monsieur Sabatier ? Alors, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous demandons donc, et c'est bien naturel en ces circonstances, une subvention auprès de la préfecture qui effectivement a mis en avant l'aide qu'elle pouvait nous apporter dans des opérations de cette nature. Et pour le coup, c'est monsieur Jean Tomaselli, adjoint aux finances, qui nous présente ce rapport. Oui, effectivement, dans la continuité de la délibération qui vient d'être présentée par monsieur Sabatier, il est proposé de solliciter une subvention auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône suite à la mise en place par le gouvernement d'une aide dans le cadre du Fonds vert. Cette aide vise à soutenir la production de logements pour des opérations vertueuses, notamment la production de logements sociaux en acquisition, amélioration, qui répondent à des besoins non satisfaits et aux enjeux de sobriété foncière. Donc l'aide s'élève à 4 000 € par logement social agréé en PLAI ou PLUS et est versée directement aux communes. Il est donc sollicité une aide à hauteur de 20 000 €, donc 4 000 € pour 5 logements, pour le projet DERIA. Merci beaucoup Jean Tomaselli pour cette présentation. Donc, comme conformément à la logique que nous poursuivons, nous optimisons tous les soutiens financiers auxquels nous pouvons prétendre. Et donc c'est pour ça que nous sollicitons, dans ce cas d'espèce, les services de la préfecture pour cette aide à hauteur de 20 000 €. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Dans le cadre donc de la poursuite de la rationalisation de notre patrimoine immobilier, nous vous soumettons une délibération visant à l'acquisition d'un bien qui se trouve donc aux 3 rue des Moulins, à Allauch, tout près de l'hôtel de ville. Donc on est entre la caisse d'épargne et l'esplanade des Moulins. Je laisse le soin à monsieur Patrick Sabatier, donc adjoint à l'urbanisme, de nous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. La municipalité propose l'acquisition d'un bien immobilier situé aux 3 rue des Moulins, dans le cadre de la convention multisite habitat entre la métropole et l'EPF. Ce bien a été acquis par cet établissement, donc l'EPF PACA, le 6 octobre 2023 par voie de préemption. Il comprend un commerce d'environ 16 mètres carrés en rez-de-chaussée et un logement d'environ 30 mètres carrés au premier étage. La commune en assure déjà la gestion depuis le 7 novembre 2023. Cette acquisition permettrait à la commune d'engager des démarches de réhabilitation de ce bien et de conventionner le logement du premier étage en logement locatif social. Elle s'inscrit également dans les objectifs communaux de revitalisation des commerces du noyau villageois et des commerces de proximité, de maintien de la diversité commerciale, de lutte contre la désertification du centre-ville, en un mot, une parfaite rénovation. Le prix de cession s'élève à 162 000 € et je vous propose donc d'approuver cette délibération. Merci beaucoup. Donc l'EPF a préempté ce bien à notre demande, il faut le préciser, ça fait partie de la stratégie globale que nous poursuivons. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours dans le cadre du plan de rationalisation du patrimoine immobilier, pour le coup, il s'agit de la vente d'une propriété qui se trouve avenue Marcel Julien à Allauch, dans le secteur du logis neuf. Nous modifions une délibération que nous avions déjà prise en juillet pour la préciser, mais le projet reste absolument le même. Mais je laisse monsieur Sabatier vous en décliner les détails.
tout à fait. Il s'agit d'une délibération beaucoup plus technique et de régularisation. Lors du dernier conseil municipal, je vous avais présenté et demandé d'approuver la vente de cette propriété communale à Madame Manon Morel, au prix de 315 000 € pour la réalisation d'une clinique vétérinaire. Une promesse de vente a été signée le 2 septembre 2025, pour rappel, située au logis 9. Le notaire de Madame Morel a transmis une demande de substitution dans le bénéfice d'achat au profit d'une SCI nommée VET, petit diminutif de vétérinaire, à l'eau, représentée par Madame Morel en tant que gérante. Il est ainsi proposé de modifier la délibération du mois de juillet pour tenir compte de cette demande de substitution en cédant la propriété à la SCI VET à l'eau plutôt qu'à Madame Morel en nom propre. Toutes les autres conditions de la vente restent inchangées, et notamment le prix d'achat qui a été fixé à 315 000 €. Merci beaucoup. Donc, ce sont 315 000 € qui viendront abonder le budget communal. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Là aussi, c'est une délibération pour laquelle nous avions voté le principe d'une vente pour régulariser une petite zone sur le domaine public de l'ordre de 20 mètres carrés rue du Pilon, là juste à l'arrière de l'hôtel de ville, sur une propriété non bâtie communale. Monsieur Sabatier nous en apporte les précisions nécessaires. Au mois de décembre 2024, le conseil municipal avait voté le principe de la vente de cette parcelle, que tout le monde connaît, qui se situe juste à 10 mètres dans le sens de ma main. Pour rappel, cette parcelle est occupée sans droit ni titre depuis plus de 50 ans par les propriétaires de la parcelle mitoyenne. Suite à la vente de cette propriété voisine, les nouveaux acquéreurs, M. Mathieu Eurubel et Mme Virginie Albert, ont accepté d'acheter cette parcelle communale. Les nouveaux propriétaires ont confirmé leur accord pour l'acquisition au prix de 5 200 €. Je vous propose donc d'approuver cette vente. Merci, Monsieur Sabatier. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité et donc ces 5 200 € seront versés naturellement au budget communal. Délibération suivante, il s'agit de l'actualisation de la liste de dénomination officielle d'un certain nombre de voies publiques, au nombre de 3 pour être précis. Et c'est Monsieur Christian Lartaud, donc, qui est adjoint au service technique, mais aussi à la démocratie locale et au conseil de quartier, qui à ce titre-là nous présente ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Afin d'améliorer la précision des adresses postales, il est proposé 3 modifications dans ce projet de délibération. La première, supprimer, à la demande des riverains, la dénomination chemin des Plâtrières et réattribuer la dénomination chemin du Collet Blanc à la portion nord de ce chemin. La deuxième, attribuer la dénomination impasse des Bastides à une voie desservant un lotissement à l'entrée des Gonagues après concertation avec les riverains. Cette voie n'avait pas de nom jusqu'à maintenant. Et la troisième, corriger une erreur dans la liste des dénominations de 2017 en remplaçant l'avenue Jean Roch par l'avenue Jean Roch, mais sans le S. Je vous propose d'approuver ces modifications. Merci de vous être saisi de cette opportunité pour corriger cette faute de frappe. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet ressources humaines avec l'autorisation de recrutement de vacataires au sein de certains services municipaux, en l'absence de Mme Mizrahi et Mme Martine Schex qui nous présentent le rapport. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il est proposé d'autoriser le recrutement d'agents vacataires dans certains services municipaux à partir du 1er octobre 2025, conformément au tableau annexé à la délibération. L'emploi de ces vacataires répond à un besoin spécifique
ponctuelle et discontinue dans le temps, avec une rémunération attachée à l'acte. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, cette délibération vous est soumise. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à la délibération suivante. Là aussi, c'est la préparation du Noël 2025 pour le personnel municipal et notamment leurs enfants. Et je laisse le soin à Madame Anaïs Abrahamian de nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Comme chaque année, à l'occasion des fêtes de Noël, il est proposé de faire bénéficier à chaque enfant du personnel municipal âgé de 0 à 12 ans d'un jouet d'une valeur maximale de 46 €. Toutefois, les enfants âgés entre 12 et 14 ans ont la possibilité de bénéficier à la place d'un jouet de cartes cadeaux d'une valeur totale de 46 € échangeables dans certaines enseignes commerciales. Je vous propose d'approuver cette attribution. Merci pour cette présentation. Je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au volet finances, même si M. Tomaselli s'est déjà exprimé à plusieurs reprises. Il s'agit là du budget spécifique des cimetières. Je lui laisse le soin d'en faire la présentation. Oui, effectivement, donc en janvier 2022, une avance remboursable de 300 000 € a été octroyée par le budget principal de la ville vers le budget annexe pour financer la construction de caveaux. Cette avance devait être remboursée à une seule fois avant le 31 décembre 2025. Il est proposé de modifier les modalités de remboursement de l'avance et au lieu de remboursement intégral avant fin 2025, il est suggéré un remboursement en 2 temps. D'abord fin 2025 pour la part correspondant aux caveaux déjà vendus et l'excédent non utilisé de 300 000 € avant le 31 décembre 2027, une fois que tous les caveaux auront été vendus. Je vous propose d'approuver cette modification. Merci, Monsieur Tomaselli. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Il est déjà l'heure de la dernière délibération de ce conseil municipal. Alors, c'est une délibération obligatoire qui nous est demandée et qui doit être votée dans toutes les communes de la métropole. Comme il s'agit de la CLECT, que M. Tomaselli va vous en rappeler les enjeux et va nous présenter le rapport suivant, mais qui concerne d'autres communes que la nôtre de la métropole. Voilà, ça ne nous concerne pas, mais nous sommes tenus de vous le présenter. Dans la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, donc a adopté le 4 septembre 2025 des rapports d'évaluation définitive des charges transférées. 4 transferts ou restitutions de compétences sont concernés, aucune donc pour Allo. Mais nous sommes tenus donc de présenter ce rapport. Donc il y a l'animation et gestion des ateliers Thérèse Neveu transférés à la commune d'Aubagne au 1er janvier 2025. Le stade d'honneur du complexe sportif Parsemin transféré à la commune de Fos-sur-Mer au 1er janvier 2025. Le port Notre-Dame situé à Saint-Chamas transféré à la métropole par arrêté préfectoral du 22 août 2025 et la promotion du tourisme restituée à la commune de Saint-Chamas suite à son classement en commune touristique. Voilà, je vous propose d'approuver ces rapports. Merci. S'il n'y a pas de questions, je vais vous demander de procéder à son vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ce rapport supplémentaire est adopté. Voilà, ce conseil municipal touche à sa fin. Je voulais juste vous donner un rendez-vous important là, qui va nous animer durant tout le mois d'octobre avec le lancement de la classique opération d'Octobre Rose. Donc avec Marie-Christine Cianarella, avec l'équipe du CCS, avec toutes les associations qui s'engagent pour cette noble cause, pour la recherche contre le cancer du sein. Sachez que nous lançons l'opération le mardi 30 septembre à partir de 18 h devant l'école du Logis Neuf. Donc nous vous donnons rendez-vous nombreux. Cet événement sera organisé en lien avec l'association des parents d'élèves de l'école du Logis Neuf. À cette occasion, nous formerons un ruban humain, que j'espère le plus grand possible, et de nombreuses animations et surprises vous y attendront, sachant que la marraine de cette nouvelle édition est à nouveau notre artiste Ziz Dupanier. N'hésitez pas à consulter la programmation de cette édition sur le site internet de la ville ou sur les réseaux. Merci à vous d'avoir suivi ce conseil municipal. Le prochain aura lieu avant le mois de décembre. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et prenez soin de vous. Merci à tous.